Absolument. On va commencer en attendant les retardataires. Bonjour André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme évidemment, président du groupe Gauche démocrate et républicaine de l'Assemblée. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous aujourd'hui, de la suite sur la réforme des retraites à votre journée d'initiative parlementaire qui a lieu demain. Quelques mots pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par Stanislas Noyer. Et je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question d'actualité. Bonjour Monsieur le Président. Tout le monde attend aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel sur la deuxième demande de référendum d'initiative populaire qui doit être donnée en fin d'après-midi. Mais dans le même temps, on a l'impression à gauche que personne n'y croit à cette possibilité de RIP. Et vous y croyez vraiment? Vous pensez que le Conseil constitutionnel va donner raison à ceux qui demandent ce RIP? Bien, je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation. Après des années où je n'ai pas été invité, où je n'ai pas pu venir, là vous m'invitez coup sur coup assez rapidement. Donc, je suis très Deux fois dans la session. On se rattrape. Oui, je suis très content d'être là. Est-ce que j'y crois? On croit toujours en la possibilité de faire aboutir un projet de RIP qu'on a soi-même travaillé et co-signé. Et c'est vrai que la difficulté qu'on peut avoir, c'est d'essayer de comprendre quelle peut être une approche différente du Conseil constitutionnel par rapport au premier RIP, qui était bien ficelé au niveau juridique, je le précise, beaucoup d'ailleurs de constitutionnalistes que l'on avait consultés, puisque c'était nous qui avions rédigé, mon groupe parlementaire, le premier RIP, beaucoup de constitutionnalistes nous avaient laissé de l'espoir, en nous disant que ça peut rentrer dans le cadre. L'argument qui a été utilisé est assez absurde, parce que l'argument qui a été utilisé par le Conseil constitutionnel, c'est le fait qu'un référendum d'initiative partagée devait porter une réforme. Et il estimait que le fait de plafonner à 62 ans le départ à la retraite, ce n'était pas une réforme. Non, ça ne changeait rien. Oui, avec une différence. Actuelle. Oui, voilà, il y a ça, mais ils ont disons, utilisé le mot réforme, alors que pour ADP, pour l'aéroport de Paris, le RIP avait été autorisé, avait été validé, alors qu'il n'y avait pas davantage de réforme fondamentalement. Donc ils ont joué sur le mot réforme. Pour l'essentiel, c'est ça. Le RIP qui va être étudié, qui est étudié et pour lequel on aura une réponse cet après-midi ou ce soir, reprend cet article premier avec une formulation qui est un peu différente, mais qui revient à la même chose. La seule chose, c'est qu'a été introduit un deuxième article. Est-ce que ça sera considéré comme une réforme ou pas? C'est d'inscrire le fait que les cotisations pour la retraite, les cotisations travail et les cotisations du capital doivent être au même niveau. C'est-à-dire ce serait inscrire que le capital doit cotiser au même niveau que le travail. Donc, est-ce que je suis optimiste? Disons que je suis dans l'attente. Je ne suis pas pratiquement pessimiste, mais c'est vrai que le deuxième RIP, je voudrais ajouter ça, si on l'a déposé, c'est parce qu'on avait eu quelques remontées, oui, nous voilà, disant... en fait, Patrick Caner a dit... Voilà, en nous disant, est-ce qu'il y a des canaux que moi je ne connais pas entre certains parlementaires et certains membres du Conseil constitutionnel? En tout cas, ce n'est pas notre cas. Hein. On ne compte pas de communistes au sein du Conseil constitutionnel, mais peut-être que d'autres ont écouté des voix célestes qui peuvent permettre d'être optimistes. Il y a de votre point de vue, avant de revenir aux retraites, mais un problème avec l'objet référendum d'initiative partagée, dont un certain nombre de responsables politiques disent qu'il a été créé, mais à une époque et dans une configuration où finalement on ne croyait pas vraiment que le processus puisse un jour aller à son terme. Excellente question. Pour une raison bien simple, c'est que je vais peut-être d'ailleurs vous donner une information. Hier au soir, les présidents de groupe ont été invités à dîner par la présidente de l'Assemblée nationale.
Et comme c'était pas possible qu'on soit représenté, il y en a 2 qui n'étaient pas là parce qu'ils n'étaient pas disponibles. L'invitation était tombée la semaine dernière. C'était le président du groupe des Républicains, donc Marlex, et la présidente du groupe Renaissance qui n'était pas disponible aussi. Mais en tout cas, on a eu un échange avec la présidente de l'Assemblée nationale. On était très contents qu'elle nous invite, bien sûr, à un dîner. C'était la première fois. Et elle nous a dit que derrière son invitation, il y avait un objectif. Et on a justement eu un échange sur une réforme institutionnelle. C'est-à-dire que le président de la République, je le dis parce que tous les présidents de groupe étaient là, c'est absolument pas secret, a réuni la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, et en quelque sorte les a sollicités pour qu'un débat approfondi soit conduit dans les 2 assemblées, de façon à ce qu'on puisse faire remonter des propositions pour une réforme des institutions. Et parmi les idées qui ont fusé autour de la table, il y avait bien sûr la question de la proportionnelle, qui a été une promesse, mais ça n'exige pas une réforme constitutionnelle d'ailleurs. Il y avait la question de la proportionnelle, mais je dis bien réforme institutionnelle. Donc il y avait la question de la proportionnelle qui a été promise plusieurs fois, et qui n'est jamais mise en œuvre, ce qui élève un doute, ce qui confirme le doute qu'on a sur le président de la République, qui promet beaucoup de choses, il peut nous faire travailler, nous faire plancher sur des sujets, et en définitive, on le sait bien, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est très largement partagé, cette appréciation-là. Il y avait par exemple la possibilité, là c'est constitutionnel, d'extraire de la Constitution des articles du type le 49.3, qui peuvent apparaître comme limitant le pouvoir législatif. Ça ne serait pas forcément partagé par tout le monde d'ailleurs. Mais non, je dis, tout ça, c'est des idées qui peuvent émerger. Il peut y avoir des questions, et on l'a abordé, telles que le référendum, je réponds à la question du coup, d'initiative partagée ou initiative citoyenne, qui montre aujourd'hui indéniablement que c'est quasiment impossible de parvenir déjà à le faire valider par le Conseil constitutionnel. Il y a eu le cas d'ADP. Et ensuite, la difficulté qu'il peut y avoir, non pas sur le principe de réunir 4 600 000 signatures, mais c'est la complexité. Moi, je m'étais, au moment d'ADP, quand on recueillait les signatures, attention, c'est pas facile. Il faut une véritable session de formation. Il faudra que tous ceux qui se lancent là-dedans puissent être bien formés pour récupérer les signatures. Donc on pense, et je crois que c'est largement partagé, qu'il faudrait une évolution par rapport au référendum d'initiative partagée, initiative citoyenne. La deuxième chose, on peut s'interroger aussi sur la question des pétitions. C'est-à-dire la pétition, de mémoire, il y a plusieurs stades. Il y a un premier stade, peut-être 100 000 signatures, où c'est soumis à la commission. Puis il y a ensuite, je crois, 500 000 signatures. C'est ça, où on se saisit au niveau de la conférence des présidents pour l'inscrire, éventuellement, on pourrait inscrire en débat. Donc tout ça, il peut y avoir effectivement des réflexions dans le cadre d'une réforme institutionnelle, s'il y en a une, pour faire évoluer les référendums d'initiative citoyenne, initiative partagée, en considérant que cependant, n'oublions pas qu'il y a le pouvoir du président de la République, et que s'il avait voulu faire un référendum par rapport aux retraites, ce qu'il aurait dû faire à mon avis, quel que soit le résultat qu'il pouvait y avoir à la sortie, ça aurait permis au gouvernement de s'expliquer et ça aurait permis à tous ceux qui sont opposés à la réforme de s'expliquer. C'est aussi un outil qui n'est pas utilisé à d'autres périodes. Je ne vais pas revenir à la période gaulliste, mais certains pouvaient utiliser le référendum et puis ensuite en tirer les conséquences. Alors, en attendant une éventuelle réforme constitutionnelle, il y a une autre étape institutionnelle, législative, dans le cadre du débat sur la réforme des retraites, qui est terminée dans la phase de la réforme à l'Assemblée nationale, mais sur laquelle vous et d'autres groupes voulez continuer à faire vivre le débat. C'est la proposition de loi du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, LIOT, qui sera examinée le 8 juin dans l'hémicycle. Est-ce qu'à défaut d'un éventuel RIP, on aura la réponse du Conseil constitutionnel ce soir, vous espérez que cette proposition de loi puisse être adoptée, et si tant est qu'elle soit adoptée,
le processus serait encore long, il faudrait notamment que ça passe au Sénat, etc. Qu'est-ce que ça changerait finalement? Est-ce que ce serait une victoire symbolique pour vous, ou est-ce que vous considérez que ça créerait un rapport de force, de nature, mais on n'a pas l'impression que de toute façon le président soit dans cette optique-là? Est-ce que ça créerait un rapport de force néanmoins avec l'exécutif de nature à changer la donne? D'abord, je pars du principe que la bataille sur les retraites n'est pas terminée. De la même façon que les organisations syndicales, par l'intersyndicale, restent unies, qu'il n'y a pas de rupture au sein de l'intersyndicale, je pense que tous ceux qui sont opposés à cette réforme des retraites ne doivent pas considérer que la messe est dite. C'est-à-dire qu'on peut encore, et moi j'en suis d'ailleurs persuadé, compte tenu des blocages, on y reviendra peut-être après, qu'il peut y avoir dans les débats, sur le débat parlementaire notamment, qu'on peut considérer que le combat continue. Et ça, par rapport à ça, le combat va continuer au niveau syndical, mais aussi d'ailleurs, je tiens à le dire, au niveau politique. Hier, il y a eu une réunion à laquelle je n'ai pas participé, mais j'ai fait le point avec Fabien Roussel ce matin, puisque j'avais cette rencontre avec la presse parlementaire. Il y a une réunion des différentes organisations de la NUPS, où il a été convenu hier, de continuer à faire des réunions publiques ensemble, de continuer à participer à l'initiative de manifestations ou de participer aux manifestations intersyndicales, c'est-à-dire qu'au sein des groupes de la NUPS, il y a la volonté de continuer à avancer en considérant que la bataille n'est pas terminée. Ensuite, bien évidemment, le vote qu'il peut y avoir le 8 juin, c'est ça, le 8 juin, ça sera plus qu'un vote symbolique, parce que si la proposition de loi est votée, ça sera quand même la démonstration, ça sera un vote sur l'article 7 en fait, puisque c'est sur l'âge de la retraite, ça sera la démonstration que s'ils étaient arrivés au vote au lieu d'avoir le 49.3, eh ben le vote ne serait pas passé, ou du moins... voilà. Donc c'est quand même faire en sorte que la représentation nationale puisse s'exprimer sur l'article de fond qu'est l'article de la retraite qui concerne l'âge de départ à la retraite. Ensuite, ça suivra son chemin. Mais je dirais que, vous savez, c'est comme quand vous avez une cheminée que vous mettez des bûches, moi j'aime bien les feux de cheminée, comme ça, à foyer ouvert. Eh ben, on continuera avec ça à alimenter la lutte, dans la mesure où on considère que la lutte n'est pas terminée. Ensuite, on réfléchit à d'autres moyens d'action. Est-ce que c'est lancer, par exemple, une pétition nationale? Bien sûr ça ne serait pas le RIP s'il y a refus du RIP cet après-midi, mais qui mobiliserait aussi une pétition comme on peut en faire au sein de l'Assemblée nationale. Comme ça, et voilà. C'est-à-dire on réfléchit aussi à tous les moyens que l'on a pour continuer à mettre des bûches dans le feu, parce qu'on ne va pas capituler de cette façon. Oui, alors, à contrario, si la proposition de loi du 8 juin est rejetée, est-ce que vous considérez que cette fois, ça vaut approbation de l'article 7 et que la messe est dite? Malheureusement, enfin ça vaudra peut-être approbation. J'ai pas pensé à cette question. Tiens, là c'est une question de journaliste qui, j'ose pas l'espérer, mais ça peut se produire. Ça peut se produire. Mais disons que là les masques tomberont. On saura exactement ce que pensent les uns et les autres, parce que la démocratie, c'est fait aussi pour que l'on vote. Il n'y a pas eu le vote parce qu'il y a eu le 49.3, au moins on saura à quoi s'en tenir, notamment sur la position des Républicains. Après, ce qui sera décidé par la suite, ça sera une réflexion collective. Je suis incapable, moi, petit président du groupe GDR, d'imaginer ce que sera la suite du combat. Mais je ne veux pas dire que pour autant, ça ne veut pas dire que les organisations syndicales derrière et ceux qui sont opposés au texte de loi capitulent. On comprend bien votre volonté de ne pas laisser le gouvernement tourner la page sur le sujet. Néanmoins, une fois qu'on verra ce qui se passe ce soir, on verra ce qui se passe le 8 juin, une fois que ces étapes seront d'une façon ou d'une autre franchies, il y a une journée de mobilisation encore syndicale prévue le 6 juin, 2 jours avant l'examen de la proposition de loi Elliott sur la réforme des retraites.
Est-ce que, sans le dire, hein, mais vous acceptez l'idée que peut-être tout cela s'essouffle un petit peu, ce qui ne veut pas dire que le mécontentement des Français qui sont opposés à la réforme ne perdurera pas. Et est-ce que finalement le débouché naturel de tout ça, si ce débat sur les retraites devient un peu le bruit de fond du quinquennat, ne sont pas tout simplement les prochaines échéances électorales plus ou moins proches ou lointaines? Alors ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, c'est tout la question des 100 jours. Qu'est-ce qu'on fait dans les 100 jours qui viennent? Je ne pense pas qu'on va mettre le président de la République dans un bateau pour l'envoyer à Sainte-Hélène, par exemple. Hein? Il faudrait les Anglais. Mais hier, la présidente de l'Assemblée nationale, si elle nous a réunis, c'était aussi pour nous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on puisse travailler ensemble? Donc on a notamment, je le disais tout à l'heure, abordé la question d'une réforme institutionnelle. On l'a quand même mauvaise, on l'a encore sur la patate. Vous savez, moi je suis grand-père, j'ai même une petite fille qui a 23 ans pour vous dire, mais j'ai aussi un petit-fils qui a 5 ans. S'il casse son jouet et qu'il vient chouiner après, parce qu'il a cassé son jouet, je lui dis, écoute, ton jouet quand même, il fallait que tu puisses le conserver intact pour pouvoir jouer avec. Là, ils ont cassé le jouet, qui est le jouet démocratique en quelque sorte, avec la façon de faire qu'il y a eu avec cette réforme, la loi sur la réforme des retraites. Et puis maintenant, ils nous disent, on met ça de côté, tout ça, ce n'est que poussière. Donc c'est l'importance du plumeau. Hein. On met ça de côté, et puis on fait comme si rien n'était. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire comme si rien n'était après le comportement qu'il y a eu. Il faudrait, dans ce cas-là, qu'effectivement, je l'ai dit hier à la présidente, alors ça peut peut-être faire sourire, je dis, mais le grand patron, là, Jupiter, il n'a qu'à retirer le projet de loi, et puis là, maintenant, on va pouvoir retravailler. Mais pour le moment, j'avoue que les choses, pour le moment, soient bloquées. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on va rejeter tout débat parlementaire. Et notamment le groupe que je préside, je l'ai souvent dit, je me répète, on a une culture parlementaire qui fait que quand un texte arrive, on va bien travailler le texte. Et jeudi, on a notre niche. Il est bien évident qu'on ne va pas mettre les propositions de loi dans un cartable, hein, rentrer chez nous en disant on ne défend plus notre proposition de loi parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec la retraite. Donc, bien sûr, on sera présent sur les textes de loi qui pourront nous être soumis en les travaillant, mais on ne va pas faire d'efforts particuliers pour aller vers une forme de consensus avec des gens qui nous ont méprisés et qui écrabouillent la séparation des pouvoirs. Alors vous disiez tout à l'heure, oui, effectivement, vous allez continuer à mettre des bûches dans le feu sur la réforme des retraites. Le gouvernement, lui, essaye de remettre du charbon dans la machine parlementaire. Il y a un certain... Son charbon, c'est l'anthracite et c'est polluant, l'anthracite. Il y a un certain nombre de textes dont on savait qu'ils allaient être programmés. Hein. C'est notamment la loi de programmation militaire qui va arriver là à l'Assemblée nationale. Il va y avoir la commission mixte paritaire aussi. On verra si elle est conclusive sur le projet de loi nucléaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voterez ce texte. Enfin, ça dépend des conditions de la. On l'a voté en première lecture. Vous le voterez vraisemblablement. Voilà, ce qui montre que par la force des choses, la mécanique parlementaire reprend malgré tout un petit peu son cours. Il y a des textes qui arrivent. La Première ministre Elisabeth Borne en a parlé la semaine dernière. Partage de la valeur, France Travail, avec une dimension sur le RSA notamment. Sur ces textes qui arrivent, quelle va être votre stratégie? Est-ce que vous aurez, comme vous le disiez, dans votre culture parlementaire, un débat de fond sur tous ces sujets, ou est-ce que vous êtes dans l'idée de, vraisemblablement pas le cas sur le nucléaire par exemple, mais dans l'idée de faire payer aussi un petit peu au gouvernement dans les débats la réforme des retraites? D'abord, je voulais vous dire que je vous en veux énormément, non pas pour les questions que vous posez, mais à 11h30, il y avait la réunion, le séminaire des 4 groupes de la NUPS. J'ai pas voulu me défiler pour venir à cette rencontre avec les journalistes parlementaires. Et on vous en remercie. Et d'ailleurs, non, mais pour moi, c'est une peine énorme, bien évidemment, de ne pas participer à ce séminaire, vous en doutez. Hein. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a une discussion qui a lieu
peut-être, sur une stratégie qui pourrait être une stratégie partagée entre les 4 groupes. Donc je ne vais pas hypothéquer ce qui peut sortir de ce séminaire de l'ANU, puisqu'il est décidé qu'il y aura à peu près un séminaire chaque mois pour essayer de se mettre d'accord sur la pratique parlementaire, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. J'ignore si ça aboutira, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a cette volonté. Donc il y a des choses qui peuvent sortir du séminaire auquel, par votre faute, je ne participe pas. Maintenant, je dirais que le débat, il doit porter, bien évidemment, comme on le fait sur le fond. C'est-à-dire, on peut bien nous annoncer des lois qui arrivent, mais si toutes ces lois vont dans le même sens et sont des lois extrêmement régressives, bien évidemment, dans la continuité de ce qui est mis en place avec un gouvernement qui est de plus en plus libéral, parce que pour faire voter ces projets de loi, il a plutôt tendance à glisser vers la droite de l'Assemblée, par la force des choses, et donc avec des lois qui sont extrêmement libérales. Avec deuxièmement le fait, c'est bien beau, c'est un peu la muleta là, hein. C'est un peu la corrida. Alors il y a la muleta, là on nous agite la muleta avec des projets de loi qui vont arriver, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le budget comme financement ? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour pouvoir financer des mesures qui seraient dans des projets de loi et qui seraient des mesures de progrès social ? Il ne reste rien. Les caisses sont à vide. Donc ils vont arriver sur quoi ? Sur quel projet de loi ? Forcément, mécaniquement, sur des projets de loi qui vont être régressifs pour faire des économies, par exemple, comme ça a été le cas sur l'indemnité chômage, sur qu'est-ce qui va se passer pour les services publics ? On assiste à quoi sur les territoires aujourd'hui ? Parce qu'il y a une différence entre les affichages, entre la muleta là qu'on agite pour qu'on fonce la tête première dedans, et la réalité de ce qu'on vit sur le terrain. Où des services publics aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, sont à poil. Vous avez des écoles, des classes qui ferment en nombre comme ça n'a jamais été le cas. Moi, j'ai dans ma circonscription, sur des territoires ruraux, des classes qui sont supprimées avec des effectifs dans des écoles qui sont supérieures à ce qu'on avait l'année d'avant. On a, dans la réalité du terrain, une politique d'austérité. Donc à partir de là, aussi, nous on fait le point avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain, avec les coûts qui sont portés sur les services publics, et je suis persuadé que la colère va se conjuguer. Il y a d'une part la colère qui est liée aux questions du pouvoir d'achat. On a donc d'ailleurs un débat, mon groupe parlementaire, dans le cadre de la semaine d'initiative parlementaire, qui a lieu, je vous invite, qui a lieu vendredi à 11h10 exactement, où on aura le président du FC Que Choisir, on aura Philippe Chalmin, le président de l'Observatoire des prix et des marges au niveau agricole, et on aura un journaliste qui s'intéresse à l'agriculture, Gérard Lepuil. Et donc on va avoir un débat sur le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, il frappe de plein fouet les gens. Les services publics, les fermetures frappent les gens en plein fouet. Les problèmes qu'on a dans les hôpitaux aujourd'hui, avec des fermetures d'urgence par exemple, tout ça, il y a une colère dans le pays, qui est une colère qui grandit, qui est considérable, et on ne peut pas mettre un chapeau dessus sur la colère et faire comme si elle n'existe pas. Alors, ça touche au pouvoir d'achat, et ça pour le coup, ça ne coûte pas à l'État. Le texte qui est annoncé, qui découle en plus d'un accord des partenaires sociaux sur le partage de la valeur, ça, est-ce que vous estimez néanmoins que c'est une bonne chose, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour résoudre la question du pouvoir d'achat ? Je parle toujours des choses que je comprends ou que je connais. J'avoue que ce texte, je ne l'ai pas étudié. Et Marianne, tu ne m'as même pas fait une fiche là-dessus, si. Mais on vous la fera. Voilà. Non, mais il n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, nous, on est actuellement, vous y viendrez peut-être d'ailleurs, si on a le temps, parce que j'ai une commission à 13h30, il faut que je fasse attention. Si je ne mange pas un sandwich avant ma commission, ça me rend agressif. Et donc... on parlera de votre journée d'initiative après. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que les textes, on les étudie au fur et à mesure. Là, pour le moment, je suis incapable de porter une appréciation là-dessus. Je ne l'ai pas étudié. Et nous, on a un principe de base. On est sur le texte et on ne s'enferme pas dans le seul contexte.
D'accord. L'idée de l'accord, en tout cas entre les partenaires sociaux, étant de rendre également obligatoire l'intéressement, le partage de la valeur au sein des entreprises entre 11 et 49 salariés, alors que pour l'instant c'est au-dessus. Voilà. Après, ça ne résout pas la question du combien, etc. Mais c'est un accord qui avait été trouvé mais en nous, février comme on dernier. n'est jamais dans une stratosphère là en train de voler, on s'appuie toujours sur les organisations syndicales notamment. Inutile de dire quand le texte va arriver, on aura des échanges avec les organisations syndicales et on est très attentif à ça. C'est-à-dire les décisions politiques que l'on prend s'appuient toujours sur les consultations qu'on peut avoir et en particulier, on interroge les organisations syndicales quand elles sont concernées sur des textes qui nous arrivent ou sur des associations et tout ça. Donc c'est pareil, le texte sur la justice qui va être annoncé ce matin, je ne connais pas d'ailleurs pour le moment le contenu, sinon qu'il y aura des créations de postes et que ça c'est un très important création de postes, et bien on rencontrera bien évidemment les syndicats de juges, pour essayer ou d'avocats, pour essayer de décortiquer ce qu'il y a dedans, mais la base de notre travail parlementaire, c'est de se concerter, c'est de consulter et d'essayer d'être des porte-voix et de ne pas considérer que nous, on règle tout avec nos collaborateurs parlementaires autour d'une table avec un tapis vert. De ce point de vue-là, puisque vous évoquez les syndicats, comment est-ce que vous regardez la tentative du gouvernement de relancer les discussions avec les syndicats, alors pas sur la réforme des retraites, on l'a bien compris, mais sur d'autres sujets, sur le travail, sur le pouvoir d'achat, peut-être sur un certain nombre de mesures qui seront destinées à récupérer ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans la réforme des retraites. Voilà, vraisemblablement, les organisations syndicales, à un certain moment, Laurent Berger l'a dit, vont revenir autour de la table des discussions. Est-ce que ces discussions, malgré le passif de la réforme des retraites, sont nécessaires pour que sur des sujets qui concernent la vie des gens, un certain nombre d'avancées puissent essayer d'être mises en œuvre? Alors pour moi, je ne vais pas porter d'appréciation là-dessus. C'est aux organisations syndicales de décider de la posture qu'elles ont avec le gouvernement. Le seul souhait que je peux émettre, c'est que la posture des organisations syndicales soit une posture unifiée. On a quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui dans ce pays. On a une intersyndicale qui avance groupée. Si ça pouvait continuer dans les mois à venir par rapport notamment à tous les projets qui sont les projets gouvernementaux, pour moi c'est c'est une espèce de perle ça que l'on a aujourd'hui. C'est suffisamment rare pour qu'on y tienne à ça comme à la prunelle de nos yeux. Mais c'est difficile, vous le voyez au sein de l'ANUP, de rester... Bon, on y arrive vaille que vaille, sauf quand j'ai des problèmes comme aujourd'hui, on va dire que je n'ai pas participé au séminaire, mais ça, c'est pas de ma faute. Oui, vous parlez de perle de l'unité. Que pensez de cette unité quand, lors du défilé du 1er mai à Paris, Fabien Roussel est conspué? Ça montre que les... Manque de pédagogie encore. Non, c'est pas ça. D'abord, il faut savoir, notamment les actes de violence qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des actes de violence très graves qui ont été conduits contre C'était avant le défilé, là c'était au cœur du défilé. Parce que c'est sûr qu'il a un discours qui rompt peut-être avec un discours qui peut être ambiant de la part de certains, mais on peut conspuer n'importe qui dans une manifestation. Tout dépend. Et si c'est quelque chose de spontané ou si c'est quelque chose d'organisé. Je ne sais pas du tout comment ça s'est fait pour Fabien Roussel. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été conspué parce que peut-être qu'il a un discours franc, il a un discours qui décape. Sur certains sujets, il peut rompre avec le langage qui était le langage habituel du Parti communiste ou même des forces de gauche. Donc moi, le fait qu'il ait été conspué, ce n'est pas pour moi le rejet de ce qu'il porte, c'est le fait que ces paroles quand même ont un impact. Le fait d'avoir un impact, c'est déjà pas si mal, qu'on a eu des décennies où on était complètement invisible. Alors justement, ces propos récemment ont dérangé, disons, en fonction de l'interprétation qu'on a été faite, certains à gauche sur les frontières et l'immigration. Alors justement, sur cet aspect-là,
Et je vous pose la question également parce qu'on a appris aussi la semaine dernière, on a eu confirmation plus exactement que le projet de loi immigration que prépare le gouvernement a été reporté à l'automne, faute d'accord sur ce sujet-là, notamment avec les Républicains. Alors sur peut-être les déclarations de Fabien Roussel d'abord et sur le report du projet de loi immigration, est-ce que vous considérez que ce report est une bonne chose ou est-ce que de toute façon, si ça revient sur le tapis à un moment ou à un autre, vous vous y opposerez? Je pense que c'est, d'abord, si c'est reporté, bon, est-ce que c'est de façon opportune, ou du moins lié au fait qu'il n'y a pas de majorité qui sera assurée, c'est ce qui se murmure. Est-ce que c'est un texte qui a été suffisamment travaillé? Est-ce que c'est un texte qui, et c'est la crainte que l'on a, qui conforterait une dérive qui pourrait être une dérive de rejet de la part du gouvernement? Je pense que ce texte, il demande à être étudié dans toute sa finesse, mais nous, les choses sont claires. Les choses sont claires. On considère que la France, comme tous les pays, doit être une terre qui est une terre d'accueil et que le gros problème, c'est comment l'accueil se fait. Comment l'accueil se fait. Je prends l'exemple, moi je m'inspire toujours de ce que je vois sur le terrain. Je suis dans un petit village de 500 habitants. Dans ce petit village, on a un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y a un nombre important de réfugiés qui sont déboutés parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères, qui ensuite partent dans la nature d'ailleurs, hein, mais qui sont dans l'impossibilité de retourner chez eux. Parce que s'ils retournent chez eux, pour certains, c'est la mort qui les attend. Je pense en particulier à des Albanais que je connais très bien, hein, qui étaient dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. De la même façon, retourner chez eux pour d'autres, c'est la mort. Et c'est la mort aussi, je veux dire, la famine, et toute leur famille et tout ça. Donc il faut réfléchir à tout ça. Parallèlement à ça, on a des artisans, par exemple, il y a un besoin d'emploi. Moi, je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir des régulations, des régularisations, hein, avec des titres de séjour pour des emplois qui sont des emplois dans notre pays, mais à condition que ça ne soit pas une espèce de... C'est pas de l'esclavage, où on va donner un titre de séjour pour 6 mois, mais que ça puisse permettre de réguler dans la durée, un titre de séjour dans la durée, tout ça. C'est pas du tout la même approche. Nous, ce que l'on veut, c'est une intégration qui peut être effectivement une intégration sur le travail, qui soit quelque chose de plus intelligent que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on se bagarre aujourd'hui pour maintenir des familles on sait très bien que si elles retournent dans leur pays d'origine, eh ben ça va être terrible. Et j'ajouterai que tout débat qu'on peut avoir sur les questions d'immigration doivent s'accompagner de mesures de développement dans les pays, ce qui n'est pas le cas. On le voit aujourd'hui avec Mayotte, par exemple. Ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Il y a un excellent article, d'ailleurs j'ai lu, j'ai de bonnes lectures, c'était dans le Figaro, hein, qui expliquait qu'en 2019, la conférence des partenaires au développement des Comores est organisée à Paris et récolte plus de 4 milliards d'euros de promesses d'investissement. Seulement le Covid survient, puis la faible réalisation des promesses, seulement 11% des crédits ont été versés à ce jour. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas avec le bâton que l'on va régler des problèmes, ou en mettant des gens dans des avions pour les renvoyer chez eux. Il faut qu'on ait une véritable politique, qui est une politique de développement dans les pays dont ils sont originaires. Et n'oublions pas la responsabilité que l'on peut porter par rapport à des immigrés qui viennent par exemple de Libye, qui viennent de différents pays du Moyen-Orient, hein, la responsabilité qu'on peut porter par rapport à des politiques que l'on a conduites. Et n'oublions pas que ce que l'on fait de façon insuffisante sur le réchauffement climatique provoque des centaines de millions de réfugiés climatiques et que la responsabilité par rapport à ça est une responsabilité collective. Ou est-ce qu'il faut dire, on peut accepter qu'il y a des centaines de millions de personnes qui crèvent, qui meurent de famine, de la sécheresse dans des pays, alors que les pays qui sont des pays dits développés ont une très lourde responsabilité par rapport à ce qui se passe en termes de réchauffement climatique et n'ont pas le courage de prendre les mesures qui s'imposent. Tout ça, il faut le voir dans sa globalité et éviter de se replier sur nous-mêmes en considérant que l'on va régler les choses en envoyant les gens chez eux. Cette aide aux pays en développement, cette aide au développement, ça fait 40 ans qu'on en entend parler. Même Pasqua parlait de ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir un doute sur l'efficacité de cet échange? Comment elle est faite, l'aide au développement? Est-ce que les engagements qui sont pris sont tenus?
Comment se fait l'aide au développement dans certains pays d'Afrique, par exemple? Ou par l'argent? Et comment on conçoit l'aide au développement? Et avec une baisse de cette aide au développement, budget après budget d'ailleurs. Moi je dis qu'on court à la catastrophe si on ne prend pas ces choses à bras-le-corps. Oui, François. François Gervais, Horizon Politique, vous avez parlé tout à l'heure des modifications institutionnelles avec Yael Braun-Pivet. Est-ce que vous pensez que la difficulté énorme va jusque la 6e République que propose Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous avez éventuellement échangé des idées sur une nouvelle République? Une bonne République. Est-ce qu'il y a une mauvaise République? On ne se lève pas tous les matins et on ne saute pas comme des cabris en disant 6e République, 5e République, mais on a toujours considéré que la 5e République était aujourd'hui à bout de course, quoi. Et qu'il faudrait effectivement, moi je pense personnellement qu'il faut une nouvelle constitution. Alors est-ce que ça se fait par une réforme constitutionnelle qui soit suffisamment importante? Mais le système aujourd'hui est un système qui est à bout de course. Faisons un peu d'histoire. Cette constitution de la 5e République, ça avait été taillé sur mesure pour le général de Gaulle. Sur mesure. Le général de Gaulle, par contre, n'hésitait pas à utiliser, par exemple, le référendum, et même à démissionner après, si ça n'allait pas dans le sens qu'il souhaitait, de la même façon qu'il n'hésitait pas à dissoudre l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas en 68 et tout ça. Bon. Le problème de cette 5e République, c'est qu'elle s'appuyait sur en fait un poids de l'exécutif qui écrase le poids législatif. Et ça met en cause la séparation des pouvoirs. Mais tous les présidents de la République, tous, qui sont venus après, ont pris l'habit du monarque républicain. Et non seulement n'ont pas pris ce qu'il y avait de plus, j'allais dire, dans la Constitution, ce qui permettait de faire vivre notamment la séparation des pouvoirs, ils sont allés dans l'autre sens. Alors là, cette année, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que Rocard, par exemple, il utilisait les 49.3, il utilisait les 49.3. Mais là, aujourd'hui, ils mettent tout, là. Hein, c'est une espèce de gâteau dans lequel on met le 49.3, on met, c'est combien, je ne retiens jamais le pour 47.1. Le 47.1, le vote bloqué, je crois qu'il y en a eu 2 différents d'ailleurs au niveau du Sénat. Donc ils mettent tout ça, ils ont pris de tout ce qui est de plus régressif, le plus régressif dans la Constitution. Donc évidemment, cette Constitution, elle est à bout de course aujourd'hui. On le voit bien avec, elle aboutit à quoi? À la montée de l'extrême droite. Elle aboutit à des abstentions records, comme c'était le cas pour les élections législatives. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait travailler effectivement soit une réforme constitutionnelle qui soit suffisamment approfondie, soit à l'écriture d'une nouvelle constitution. Mais on le dit depuis longtemps. Par rapport à ça, Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu le monopole de dire que la 5e République, à l'époque où il était membre éminent du Parti socialiste, je ne sais pas s'il le disait, mais nous on le disait déjà. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, demain ce sera votre... Non, Frédéric, oui, sur... Oui, bonjour Monsieur Chassaigne, Frédéric Delpech chez LCI TF1. Vous évoquez le séminaire de l'ANUPS. On sait que vous travaillez sur le travail parlementaire, mais il y a aussi les perspectives électorales. Vous, est-ce que vous êtes favorable à une liste unique des européennes pour l'ensemble de la NUPES et également pour l'échéance de 2027 pour la présidentielle, une candidature unique? C'est un débat qui est en train de monter. Est-ce qu'il faut une candidature unique de l'ensemble de la NUP? Et si oui, qui pourrait être le meilleur représentant à vos yeux pour incarner cette candidature? Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envoyé un drone hier pour survoler la réunion des partis de la NUPS. J'ai cru comprendre que c'était un sujet qui a été abordé tout ça hier, lors de cette rencontre. Je n'ai pas le détail de la discussion, quoi qu'on m'en ait donné quelques éléments, mais que je ne veux pas vous livrer, c'est pas à moi de vous les livrer, je n'étais pas présent. Indéniablement, au sein de la NUPS, il y a d'abord un accord pour que la NUPS reste, notamment au niveau parlementaire, continue à exister, je le disais tout à l'heure, avec des actions qui sont des actions communes. Il n'y a pas la volonté de quelques membres de la NUPS de casser la baraque, quoi. Donc ça, c'est une chose. En termes de lutte, en termes de débat parlementaire, ça a été abordé, semble-t-il, hier. Ensuite, il y a bien évidemment la question des échéances électorales. Bon, on sait très bien que déjà,
sur les élections européennes, les écolos sont fermes et ils disent, nous, on aura notre propre liste. Au sein du Parti communiste français, ça n'a pas encore été réglé. Bon, c'est pas une chose qui est actée. Je suis incapable de dire la décision qui sera prise par le Conseil national et qui sera ensuite soumise donc aux adhérents du Parti communiste. Qu'en pensent les socialistes? Ça dépend de quel côté on se place. Mais l'interlocuteur au sein de la NUP, c'est qu'une partie du Parti socialiste aujourd'hui. C'est qu'une partie. Donc aujourd'hui, cette question des élections est une question qui n'est pas réglée. Et c'est vrai que la France insoumise, d'ores et déjà, pose l'échéance des élections présidentielles. Nous, on considère, je vais être clair là-dessus, net, on considère que ce n'est pas le moment, en pleine lutte, on a suffisamment de lutte sociale à conduire sans se prendre la tête avec les élections présidentielles. Secondo, mais ça c'est un avis personnel, je n'ai jamais considéré que le fait d'avoir un candidat unique permettait de gagner une élection. Si le fait d'avoir un candidat unique permet d'aller au second tour, bon, c'est vrai que c'est un élément supplémentaire, mais si on a un candidat unique qui va au second tour, eh ben, il perdra les élections présidentielles. Donc il peut y avoir une pluralité de candidats, qui ensuite un candidat qui émerge, s'il y a un courant suffisant pour être au second tour, c'est une chose. Moi, pour ma part, mais ça je parle à mon nom personnel, je ne suis pas favorable à ce que, par exemple, dans l'état actuel des rapports de force, qu'il n'y ait pas de candidat du Parti communiste français aux élections présidentielles. Mais c'est André Chassaigne qui parle. Je ne dis pas que ça serait une décision qui sera prise. Moi, c'est toujours ce que j'ai défendu. Peut-être qu'on arrivera à un moment où on pourra aller vers une candidature unique. Pour le moment, dans l'état actuel des choses, pour ma part, je considère que ce n'est pas opportun dans l'état actuel de la situation. Et en tout cas, on a autre chose à faire aujourd'hui que de se prendre la tête avec ce type de débat. Brigitte ? Très impressionné qu'il y ait LCP qui soit là. En force. Non, une question sur Jean-Luc Mélenchon, parce que il a refusé de condamner les violences à l'encontre des forces de l'ordre. On se souvient de ses propos sur la police tue. Il a aussi appelé à l'insurrection le 14 juillet. Est-ce que vous êtes tout à fait à l'aise d'être dans ce groupe de la NUP avec ces propos qui sont tenus par Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce que vous vous désolidarisez de ces propos? Alors moi, il tient les propos qu'il veut. Ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Alors, par contre, ça me choque un peu, comme il a fait dans le Canard enchaîné il y a 2 ou 3 semaines, il m'a attaqué en disant que j'étais favorable à des sanctions. Vous n'avez pas vu ça sur le Canard enchaîné ? Il y a 3 semaines, d'une façon complètement inconsidérée, en déformant des propos que j'avais tenus. Donc, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas de relation avec lui. D'abord, il n'est pas député, donc je ne vais pas chercher mes ordres auprès de Jean-Luc Mélenchon. Il tient les propos qu'il veut. Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je le laisse faire. Il mène sa vie comme il la mène. En tout cas, moi, je ne prends pas parti par rapport à tous les propos qu'il peut tenir. Ça vous met pas un peu dans le même sac, puisque vous appartenez... Non, je pense que non. La preuve qu'on n'apparaît pas dans le même sac, on en parlait tout à l'heure, c'est les réactions qu'il peut y avoir dès que Fabien Roussel dit quelque chose, voire même moi, à mon petit niveau, dès que je peux dire quelque chose, où ça se lâche sur les réseaux sociaux, on est absolument déchiqueté, mais compte tenu de mon volume, ils ont quand même du mal à me déchiqueter totalement. Et Fabien Roussel résiste très bien d'ailleurs à toutes les attaques dont il peut être la victime. Tout ça, ça se déroule sur des réseaux sociaux, mais enfin bon, avec des algorithmes qui font qu'on peut faire passer quelque chose. Moi, je ne m'arrête pas à ça parce que j'ai mieux à faire, quoi. Vous l'avez évoqué 1 ou 2 fois au cours de notre rencontre. Demain, c'est votre journée d'initiative parlementaire avec 7 textes inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On va parler de certains d'entre eux dans les prochaines minutes. Mais il y a presque une surprise, finalement, dans ce qu'on appelle votre niche parlementaire. Et alors, on comprend bien pourquoi, hein. C'est que ça aurait sans doute risqué de vampiriser l'ensemble de la journée, c'est qu'il n'y a rien sur les retraites. Vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on va sur les retraites ou est-ce qu'il y a d'autres sujets à débattre aussi qui sont importants et qu'on veut défendre? Non mais n'importe comment, il faut savoir que l'ordre du jour des journées parlementaires se dépose très en amont. Non seulement les textes que l'on dépose,
Donc on était déjà en plein débat sur les retraites. Moi, je n'ai pas l'agenda en tête, mais quand on a fait notre ordre du jour, l'affaire des retraites n'était pas réglée, je veux dire. Hein. C'était pas réglé. De la même façon, l'ordre de passage, on est obligé de le dire en amont. Vous pouvez enlever des textes, mais vous ne pouvez Voilà, pas en rajouter ou ce qui nous met modifier d'ailleurs en l'ordre. difficulté, quand on a par exemple un texte qui est voté en commission, alors qu'on ne s'y attendait pas et que c'est le dernier texte, ça nous met en difficulté pour essayer de le faire remonter en retirant éventuellement d'autres textes. C'est comme ça que ça se passe. Il faudrait revoir ça, mettre un peu plus de souplesse peut-être dans Je l'organisation pense qu'il de pourrait y ces niches avoir un peu plus de parlementaires. souplesse. Alors évidemment, c'est pour que ça soit en accord avec le gouvernement, pour que les ministres, pour être présents, ils ont aussi un agenda à respecter. Mais c'est vrai que c'est extrêmement contraignant. Ensuite, un texte, une niche parlementaire plutôt, dans un groupe tel que celui que je préside, c'est assez compliqué à construire parce qu'on a d'une part les 12 députés communistes et d'autre part les 10 députés d'outre-mer. Donc on a un équilibre à trouver. Il est bien évident que les députés d'outre-mer sont porteurs de textes et moi je suis très attentif à leur laisser toute la place à laquelle ils ont droit. Et puis en termes aussi de représentativité qu'ils ont dans le groupe, nous sommes un groupe de 22, il y a 10 députés d'outre-mer, on est donc sensible à avoir des textes qui concernent l'outre-mer. Ce qui peut expliquer qu'on n'a pas forcément l'équilibre qu'on pourrait avoir, on est obligé de faire des choix, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment très... Alors, je vous assure que pour un président de groupe, la niche parlementaire, on est bien content quand minuit arrive, là ça va être jeudi, hein, parce que c'est un casse-tête, véritablement. C'est un casse-tête. Casse-tête pour le président de groupe et souvent, on l'a noté déjà lors de la législature précédente, pour le gouvernement et pour la majorité. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Il y a notamment, alors on va parler sans faire forcément dans l'ordre, mais il y a un texte qui fait polémique, hein, qui a été très critiqué par la majorité, par la droite, y compris critiqué par certains à gauche. C'est la proposition de résolution évoquant un régime d'apartheid à propos d'Israël. Pourquoi est-ce que vous avez inscrit ce texte ? C'est une proposition de résolution, donc il n'y a pas de portée législative, il n'y a pas de valeur contraignante pour le gouvernement, mais si c'est voté, il y a un poids politique et symbolique assez fort. Pourquoi avoir inscrit ce texte dont vous savez que ça va forcément faire polémique à l'ordre du jour de votre niche ? Je dirais que les communistes sont toujours attachés, c'est notre ADN, à ce que j'appellerais l'internationalisme. Et est-ce qu'on peut laisser sous silence, au nom de je ne sais pas quel politiquement correct, ce qui se passe aujourd'hui en Israël ? D'ailleurs, depuis que le texte a été déposé, où il y a eu beaucoup effectivement de réactions venant d'un peu partout, souvent d'ailleurs de gens qui ne l'avaient pas lu. Parce que le contenu du texte, les mots qui sont utilisés, reprennent des termes qui sont portés par l'ONU. J'ouvre hier, Amnesty International. La brochure, le magazine Amnesty International, en titre, c'était l'apartheid en Israël. Les ONG, depuis qu'on a déposé ce texte, dans leur grande, je ne veux pas dire toutes, bien évidemment, mais de façon massive, soutiennent le contenu de ce texte, disent qu'on a eu raison de le déposer, parce que c'est incroyable qu'aujourd'hui, on ne réagisse pas par rapport à ce qui peut se produire en Israël. Et le texte, d'ailleurs, il faut le lire, parce que le texte, le titre, rien que le titre, il dit tout. Il dit tout, le titre. Réaffirmer la nécessité d'une solution à deux États et condamner l'institutionnalisation par l'État d'Israël d'un régime d'apartheid consécutif à sa politique coloniale. Mais c'est la réalité. Je crois que c'est un constat qui est fait très largement, il ne faudrait pas en parler. Et moi, je trouve que c'est tout notre honneur. Et comme président de groupe, je suis fier qu'on ait le courage, malgré tous les coups que l'on a pu prendre, on ait le courage de déposer cette proposition de résolution. Alors, n'importe quoi, cette proposition de résolution, elle n'est pas soumise à amendement, ça ne va pas créer un débat. Il y aura la présentation par le rapporteur, le gouvernement qui s'exprimera, l'ADG, explication de vote. Et puis, il n'y a pas de raison que ça crée une polémique extraordinaire, mais il fallait qu'on ait, je crois, la responsabilité, le courage
d'accompagner, de faire savoir et d'accompagner le peuple palestinien dans les souffrances qu'il a aujourd'hui. Alors, on verra ce qui se passe demain. Vraisemblablement, compte tenu des prises de position des uns et des autres d'ores et déjà, on peut imaginer que votre proposition sera rejetée, mais on verra. Sur les autres textes, qu'est-ce que vous espérez ? Il y a notamment un texte sur EDF pour éviter un éventuel démembrement. La rédaction initiale, c'était sur une nationalisation d'EDF, avec un bouclier tarifaire qui avait été voté en première lecture pour les PME, pour les boulangers notamment, qui avait provoqué un incident de séance avec la majorité qui avait critiqué quelque chose d'inconstitutionnel, qui allait coûter très cher et qui avait quitté l'hémicycle. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous espérez notamment que cette proposition de loi puisse être à nouveau adoptée ? C'était à l'origine une proposition de loi du groupe socialiste que vous avez reprise avec son rapporteur Arthur Delaporte, qui est co-rapporté par... C'était Philippe Brun, non ? C'était Philippe Brun, oui, C'était pardon. Philippe Brun. Philippe Brun, oui, exactement, c'est là. Est-ce que vous espérez qu'elle soit votée dans la version de la première lecture, ou est-ce que vous attendez à une bataille, peut-être que la majorité et le gouvernement seront mieux préparés cette fois-ci, et des débats qui peut-être risquent de traîner C'est le risque qu'on court quand on inscrit une proposition de loi telle que celle-ci. Nous, on a fait le choix de l'urgence. Ce texte, c'est un texte qui a été porté par le groupe socialiste. Il a été voté contre l'avis du gouvernement. Il est parti au Sénat, il a été amendé au Sénat, et plutôt que de le laisser dormir ou d'attendre une année que les socialistes aient leur nouvelle niche pour pouvoir reprendre ce texte, on a fait le choix de le reprendre parce qu'on pense que c'est un texte qui allait dans la bonne direction et qui pouvait éviter le démembrement, notamment d'EDF, avec le projet Hercule et tout ce que ça peut engendrer. C'est vrai que le risque que l'on a, c'est qu'il y ait une multitude d'amendements qui fassent que ça nous avale une bonne partie de la niche parlementaire. Mais ça, on avisera sur place. Mais c'est vrai qu'on a tenu à maintenir ce texte. On aurait pu l'enlever, mais on a tenu à maintenir ce texte parce qu'il y a une très forte attente au niveau des organisations syndicales, mais il y a aussi les usagers derrière. C'est-à-dire le devenir d'EDF, c'est aussi le maintien d'un tarif qui soit un tarif plafonné, et c'est-à-dire ça engendre tout un tas de conséquences par la suite. Et c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas le démantèlement, encore une fois, d'EDF. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. C'est pour ça que c'est compliqué les niches parlementaires. Hier matin, on a eu notre réunion de groupe, on essaie de dire ça va durer ça, et on a tout un tas de textes, effectivement, qui peuvent poser problème, on y reviendra, mais bien sûr, si vous m'interrogez dessus. Hein. Vous avez... Ouais, je t'en prie. Vous avez un autre texte qui, en quelque sorte, pose problème, qui a été adopté en commission, mais qui a été remanié, c'est sur la concurrence, l'ouverture de la concurrence des bus RATP. Oui. Du coup, c'est un peu comme si votre création vous échappait, parce qu'en plus, c'est une procédure de législation en commission, donc il n'y a pas de dépôt d'amendement, on le vote comme il est sorti de la commission. Qu'est-ce que vous pensez faire sur ce texte ? Est-ce que vous considérez que c'est quand même une avancée, ou est-ce que vous considérez que non, il faut pas aller là-dessus ? Cette niche n'est que douleur. C'est vrai que ce texte, on l'a déposé en lien avec les organisations syndicales, en lien avec des élus de Paris, y compris d'ailleurs la direction de la RATP voyait plutôt le texte d'un bon œil. Le problème, c'est que ça ne voulait pas dire de notre part qu'on était favorable à la privatisation, mais au moins on reculait l'échéance de 4 ans, ce qui pouvait éventuellement permettre, on ne sait jamais, d'avoir un changement de majorité au Conseil régional d'Île-de-France et revenir sur des choix qui avaient pu être faits. Il y avait aussi ça derrière. Or, en commission, ça a été réduit à 2 ans. On est quand même en difficulté par rapport à ça, parce que 2 ans, ça ne permet pas de régler le problème. En plus de ça, 2 ans, ça s'accompagne d'une mise en œuvre échelonnée, c'est une espèce d'usine à gaz. Je crois qu'il y aurait 12 appels d'offres, je crois, qui sont prévus sur les différentes lignes de bus et tout ça. On a des retours qui sont extrêmement négatifs des organisations syndicales. Donc demain, nous allons attaquer la discussion du texte avec le rapport de Stéphane Peu, l'intervention du gouvernement, et après,
nous prendrons notre décision à chaud. C'est pas complètement réglé, mais nous prendrons nos décisions à chaud pour savoir si on suspend le texte ou si on continue la discussion. Mais il y a encore des rencontres qui ont lieu aujourd'hui, à l'initiative de Stéphane Peu, avec les organisations syndicales, pour savoir est-ce que ça vaut le coup de le voter quand même avec 2 ans, ou est-ce qu'on l'abandonne, et dans ce cas-là, on ne se fait pas d'illusions, ça sera repris sans doute par la majorité, parce que ça l'arrangeait bien qu'on puisse nous-mêmes porter ce texte. Voilà. Mais la décision, elle sera prise demain, sur plusieurs propositions de loi qu'on a, on va être obligé de prendre des décisions à la dentelle. Ça sera au coup par coup. Et je pourrais vous citer les autres exemples. Ça va être le cas notamment sur celui qui concerne l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants en matière de Covid et qui veut avancer également sur leur réintégration. Est-ce que ce texte-là, alors que c'est un sujet qui a beaucoup fait débat, mais alors que le ministre de la Santé a annoncé qu'à partir de la mi-mai, les personnels soignants allaient pouvoir être réintégrés, est-ce que c'est encore un texte qui vous paraît parfaitement d'actualité et sur lequel vous êtes déterminé à mener le combat pour qu'il soit adopté ou Je dirais que j'en profite pour dire que sur une niche parlementaire, on peut déjà remporter certaines victoires avant même que le débat arrive. C'est-à-dire que le fait qu'on ait déposé cette proposition de loi, je pense que ça a accéléré la décision du gouvernement de réintégrer les soignants. Ça, c'est sûr. Parce que ça avait été plus ou moins annoncé par le ministre. Moi, j'ai eu le ministre au téléphone, j'ai échangé avec lui. J'ai bien compris que sa volonté, je crois qu'il en a remis c'est revenu hier encore, hein, je crois. Hein. Donc, on peut considérer que l'affaire est partiellement réglée par la réintégration des soignants. Ce qu'il y a de plus dans notre proposition de loi, c'est d'une part le fait que nous, on abroge la loi, alors que le gouvernement suspend l'application. Donc nous, on était plutôt favorable à ce que la loi soit abrogée, parce que sinon, le gouvernement, du jour au lendemain, peut revenir sur une décision et sur avoir une politique qui soit la même que celle qui avait été conduite. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un article dans cette proposition de loi sur les conditions financières de réintégration. Donc notre proposition de loi est plus précise, va plus loin que les annonces gouvernementales. Là aussi, on jugera sur pièce au moment venu, quand le ministre aura fait son intervention, pour savoir si on va jusqu'au bout, mais ça sera aussi une question de planning, enfin, une question de des propositions de loi qui vont suivre. Sachant que vous évoquiez tout à l'heure les députés d'outre-mer qui font partie de votre groupe, que c'est une question particulièrement sensible dans certaines outre-mer. Et si on devait interrompre la discussion sur la proposition de loi, ça ne viendrait que d'eux. Même chose pour une autre proposition de loi qui concerne beaucoup l'outre-mer, c'est sur promouvoir l'emploi et le retour des fonctionnaires d'État ultramarins dans les outre-mer. Là, ça n'a pas été voté en commission non plus, mais j'ai rencontré avec la députée de La Réunion, Emeline Kirby, qui a travaillé cette proposition de loi. J'ai rencontré Stéphane Guérini et déjà hier, on nous a proposé l'écriture, on nous a proposé la circulaire qui ferait évoluer les centres des intérêts moraux et matériels. Qu'est-ce que c'est que les centres des intérêts moraux et matériels? Ce sont des critères qui sont pris en compte pour que des fonctionnaires d'outre-mer puissent bénéficier de points supplémentaires pour pouvoir revenir sur leur collectivité d'origine. C'était un sujet qui n'était pas abordé. CIMM. C'était pas abordé. Et le fait qu'on dépose cette proposition de loi et les échanges qu'on a eus avec le ministère, ça fait que demain, le ministre va annoncer le contenu d'une circulaire qui va faire évoluer les choses. Là, c'est la même chose, c'est la même question. Est-ce qu'on interrompra en fonction des engagements que va donner le ministre ou pas? Ça sera décidé aussi en lien avec les députés d'outre-mer du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Mais déjà, sur ces deux propositions de loi, je dirais qu'on n'a pas été inutile
par rapport au parti pris qu'on avait fait de les retenir. C'est aussi le fait de montrer notre utilité dans le débat parlementaire, même si on ne va pas tout à fait au bout, ça sera peut-être le cas pour certains, de certaines propositions de loi. Dernière question. Les indépendantistes ont gagné les élections en Polynésie, Nouvelle-Calédonie aussi. Comment voyez-vous l'avenir de ces territoires, ces confettis de l'Empire? Est-ce qu'ils vont vers l'indépendance, vous le souhaitez, ou comment voyez-vous l'avenir, y compris pour l'importance de l'influence de la France dans l'Indo-Pacifique? D'abord, pourriez, comme président de groupe, me remettre une médaille. Parce que le groupe que je préside est un incubateur. Le groupe La Gauche démocrate et républicaine a produit, si on peut parler comme ça, un président de collectivité. Le premier, ça a été Alfred Marie-Jeanne en Martinique. On a ensuite produit, si je peux parler comme ça, Huguette Bello, présidente de La Réunion, qui était députée aussi du groupe, comme Alfred Marie-Jeanne. Ensuite, il y a eu Gabriel Serville en Guyane, membre du groupe de GDR. Et maintenant, on a Moïtai Brotherson en Polynésie. Donc je ne dis pas la fierté que j'ai, mais je le dis en toute sincérité, hein, comme président de groupe, de voir que le fait que des ultramarins, je ne sais pas pourquoi ils peuvent siéger dans d'autres groupes que le nôtre, parce qu'ils savent que s'ils viennent au sein du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, ils vont avoir un avenir dans leur collectivité d'origine. Hein. Bon. Maintenant, je reviens à la Polynésie. On a affaire avec ce mouvement indépendantiste, et notamment avec Moïtai Brotherson, à des politiques, à des individus d'une très grande sagesse. D'une très grande sagesse. Quand Moïtai Brotherson est devenu président de la délégation d'outre-mer, il pouvait y avoir des inquiétudes au sein de la majorité actuelle, ça n'a pas été le cas. Il y a l'objectif de l'indépendance, mais je crois que le discours qui est porté par Moïtai Brotherson n'est pas un discours de la terre brûlée, c'est un discours de discussion, c'est une évolution qui serait une évolution à long terme, et par rapport à ça, c'est eux en tout cas qui le décideront, c'est à eux de le décider. Je précise quand même qu'au niveau de l'ONU, la Polynésie est considérée encore comme étant un territoire colonisé. Après, les évolutions, elles viendront comme elles pourront venir. En tout cas, les réactions du gouvernement français n'ont pas été des réactions qui ont consisté à mettre de l'huile sur le feu. J'ai trouvé très modérées, les réactions notamment de Darmanin. Moi, je m'en réjouis. Il va y avoir en Polynésie, le 18 juin, il va y avoir la fête de l'indépendance, une grande fête polynésienne, à laquelle je crois qu'il y aura Darmanin d'ailleurs qui doit se rendre aussi en Polynésie le 18 juin, mais je crois qu'on va vers des discussions, vers des échanges équilibrés, mais en tout cas, on ne va pas vers une guerre d'indépendance. Il est un tout petit peu plus de 13h, mais si vous nous y autorisez, on dépasse de quelques minutes pour prendre deux questions. Ah oui, je veux bien. Peut-être dans la foulée, comme ça vous répondez aux deux en même temps. Essayez de poser des questions qui mettent en difficulté. Bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a modifié l'équilibre au sein du comité des sages de la laïcité en nommant notamment une personnalité favorable à la laïcité à l'anglo-saxonne, donc très tolérante sur les signes religieux, etc. Comment vous voyez en ce moment la défense de la laïcité, l'avenir de la laïcité en France? Et puis, je crois que c'est un petit débat aussi au sein du Parti communiste, le wokisme qui pousse beaucoup les minorités. Est-ce que ce n'est pas non plus un danger pour notre universalisme? Voilà, c'est une question qui est compliquée. Pourquoi j'ai accepté... On va prendre pour une heure, là. Non, mais je ne suis pas un grand spécialiste de la laïcité. Mais d'abord, la remarque que je voulais faire, c'est on a supprimé l'Observatoire de la laïcité. On avait un organisme qui permettait d'avoir un regard sur toutes les questions de la laïcité. Il était assez à l'anglo-saxonne aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas... Au niveau de la laïcité, nous on est toujours on est très attentif au fait de ne pas trop toucher aux textes existants. Parce qu'on voit bien que dès qu'on essaie d'évoluer par rapport aux textes existants, par rapport à la laïcité, il peut y avoir des effets extrêmement déstabilisateurs.
Donc soyons attachés à la laïcité, notamment au niveau de l'éducation nationale. Soyons attentifs à ce que l'éducation nationale puisse avoir les moyens de fonctionner correctement et qu'il n'y ait pas les élèves les plus privilégiés qui aillent dans l'enseignement privé et qu'il y ait des élèves en difficulté qui soient dans l'éducation nationale. C'est déjà ça une base de laïcité. Et la deuxième chose, c'est... Moi, je suis très attaché, c'est un aspect de la laïcité. Je suis très attaché à l'éducation populaire. Et l'éducation populaire a beaucoup souffert dans notre pays. Moi, toute ma jeunesse, j'ai été dans une amicale laïque, j'ai vécu dans où on ne mangeait pas du curé tous les matins, c'était pas ça du tout. Mais on était attaché au respect des opinions, au respect des religions, et je crois que c'est toujours le cas. Pour nous, c'est ce qui nous guide, et soyons très très attentifs à ne pas se laisser effectivement déstabiliser vers quelques extrémismes qui peuvent avoir des conséquences pour l'ensemble ensuite de la vie citoyenne. Je vois des points qui ont pu être votés lors de la dernière loi ont des effets, par exemple, désastreux. Moi, j'ai des protestants qui sont dans ma circonscription, ils sont venus me voir, ils ne peuvent plus faire de camp d'éclaireurs, de camp de scouts, par exemple. Parce que ils sont obligés de faire évoluer leur statut, parce qu'ils sont considérés comme étant un organisme religieux. Tout ça, ça avait été fait par rapport à certaines associations musulmanes, mais ensuite tout le monde en subit les conséquences. Et il peut y avoir quelquefois une perte au niveau local, en termes d'animation, si on s'attache trop à faire évoluer les textes, qui en sont ensuite très restrictifs. J'ai mal répondu, mais en gros, je dis ça tel que je le ressens. Mais on a compris. Ensuite, question à Stanislas, vraiment les toutes deux dernières questions. Non, mais ce sera juste une petite réflexion avec mon confrère derrière, par rapport à la Nouvelle-Calédonie qui n'est absolument pas indépendante. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie qui oui. n'est absolument pas indépendante et qui n'est pas sur le même registre que la Polynésie. Et j'attendais votre réponse par rapport justement à cette élection en Polynésie, avant la fête effectivement du 18 juin, où effectivement M. Darmanin sera présent puisqu'il retourne en Calédonie également. Ben, sur la Calédonie, j'ai rencontré les représentants des Kanaks il n'y a pas longtemps, là, qui ont fait le tour des groupes parlementaires. Eux, ils sont toujours, bien évidemment, ils considèrent que l'affaire n'est pas réglée, quoi. Voilà, ils considèrent que l'affaire n'est pas réglée, mais je crois que c'est pas à nous, vraiment, c'est pas à nous de remplacer les peuples qui sont concernés. Je dis souvent, moi, on a fait un colloque avec les députés d'outre-mer, notamment. L'idée, c'est qu'on a plusieurs peuples et que c'est aux peuples concernés de travailler à leur avenir. Mais ce n'est pas à nous de se substituer aux choix qui peuvent être les leurs, mais à condition, bien évidemment, que la République leur donne la possibilité de s'exprimer et d'arriver, s'ils y arrivent un jour, à un vote majoritaire pour pouvoir aller vers l'indépendance. Mais en aucun cas, il s'agit pour nous d'être des donneurs de leçons par rapport à ça. Ce que l'on dit, il faut créer les moyens pour que les peuples peuvent se déterminer eux-mêmes. On a le sentiment que, selon un certain nombre de sondages récemment, on a eu l'impression que la séquence profite peut-être au Rassemblement national. Est-ce que, du coup, vous avez le sentiment que de la NUPES peut sortir une vraie alternative de gouvernement de gauche qui puisse faire pièce au macronisme et quelles seraient les conditions pour que ça soit le cas? C'est l'épouvantail qu'on agite toujours du Rassemblement national. Non, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire à gauche pour être une vraie alternative de gouvernement. D'abord, ce qu'il faut faire à gauche, c'est renouer avec le peuple. Et c'est prendre à bras-le-corps, comme le fait d'ailleurs Fabien Roussel et le Parti communiste français, des thèmes que l'on n'osait pas aborder. Même si ça peut, même si ça crée des réactions. C'est-à-dire, quand on discute avec les gens, on voit bien qu'il n'y a plus de confiance dans la République déjà. Il n'y a plus de confiance dans les élus. Donc nous-mêmes, il faut qu'on soit à la hauteur de cette situation dans l'exercice de notre mandat, être à l'écoute des gens, être très près d'eux et travailler les consciences. Travailler les consciences. C'est-à-dire ne pas avoir peur de souligner, par exemple, ce que pourrait représenter une dérive d'extrême droite. Ça demande, je dirais, du courage politique. Et ce courage politique, il faut qu'on l'ait. Mais surtout, il faut qu'on soit à même et je terminerai là-dessus, de considérer que toute l'histoire de notre pays a montré que c'est le rassemblement le plus large qui permet d'accéder au pouvoir pour avoir des réformes progressistes. Et moi, la conviction que j'ai, et je partage là-dessus
ce que dit Fabien Roussel, sur beaucoup de choses d'ailleurs, je partage ce qu'il dit, c'est que si on reste recroquevillé, je dis bien recroquevillé, sur la simple NUPS telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'on ne soit pas capable d'élargir à d'autres forces de gauche sur un programme du gouvernement, si on n'est pas capable d'élargir le rassemblement de la gauche, on ira à l'échec. Voilà ce que je pense, moi, comme étant une solution. Ça exige, bien sûr, du courage, de vouloir affronter certains passifs qu'il y a pu y avoir, mais je crois que c'est un passage obligé. Sinon, à force, qui est-ce qui disait ça, à force de dire des choses horribles, les choses horribles arriveront. Je crois que c'est dans le film Drôle de drame, c'est Michel Simon, je crois, qui disait ça. À force de dire des choses horribles, les choses horribles vont arriver. Moi, je préfère de dire, essayons de trouver une alternative. On ira retrouver la référence. Merci beaucoup André Chassaigne de nous avoir accordé un peu plus d'une heure pour la deuxième fois de la session, mais on vous réinvitera quand même à la prochaine session. Merci à vous. Très bien. J'ai une commission à 13h30.